Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission En route pour le futur, la nouvelle émission référence de la tech. Les amis, restez avec moi, on va parler de sujets très importants. L'affaire Jean Dujardin, qui soutient tous ces comédiens qui se sentent menacés par l'IA. On va recevoir un acteur en duplex qui va venir nous parler de son ressenti. Vous allez aussi découvrir la séquence tant attendue. Tu ne connais pas ChatGPT? On va enfin tout savoir sur nos chroniqueurs et sur leur manière d'utiliser ChatGPT. Bon, bien sûr, on n'oublie pas le salon Vivatech, effet de mode, investissement massif de la France dans l'IA, lancement du fonds Tibi2, régulation de l'IA, etc., etc. Enfin, découvrez tous les tips de nos chroniqueurs à la fin de l'émission. Ils répondront d'ailleurs à la question que tout le monde se pose: dois-je lancer mon business dans la deep tech en 2023? Allez, c'est parti, mettez vos ceintures et vous êtes en route pour le futur. Bonjour à tous, ça fait vraiment super plaisir de vous voir tous autour de la table. Je suis vraiment honoré. Merci en tout cas d'être là. Ça va, vous avez passé un bon week-end? Oui. Très très bien. Ouais. Vous vous remettez de Vivatech? Ouais. Gros, oui, doucement au salon. Il faut un mois. Qui... Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu plus longtemps qu'un week-end, je pense. Qui était au salon? On lève la Moi main. déjà. Ouais, allez. T'as fait quoi, Sylvain, toi? J'ai fait des conférences, j'en ai fait une par jour. Donc sport du futur, mixité femmes-hommes dans la tech, sustainability, voilà. Donc grosse actu sur Vivatech. Et j'ai rencontré Catherine. Exactement. Voilà. Moi j'étais maître de conférence du coup pour les écoles parisiens et c'est là où voilà, on s'est rencontrés. Macra. Tu as interviewé des startups, Ouais. tu as interviewé aussi des écosystèmes, Village by CA, Google, etc. Donc pour le média, Digitechnologie. T'as rencontré du beau monde, quoi. On a rencontré du beau monde, exactement. Bon, je sais qu'Adrien aussi y était. Ouais, Non. comme tous les ans. Oh. 7e fois à arpenter le salon. J'ai Ouais. aussi fait des jurys pour School Lab notamment, entre autres. Et pas mal de conférences aussi. J'ai animé aussi 2 conférences, dont une aussi sur la mixité. Donc c'est intéressant. Voilà, on en parlera. Ouais. Avec plaisir. Puis, nouveauté cette année, j'ai emmené mes filles au salon vendredi, parce qu'elles n'avaient pas école. Et donc, elles étaient les seuls enfants du jour où il n'y a Le jour pas censé pro, avoir quoi. d'enfants. Ah oui, le jour pro. Elles ont quel âge? exactement. Elles ont 7 et 8 ans. D'accord. Voilà. Donc ça leur a parlé un peu le côté Ah Las ouais, Vegas, tous les gros logos partout. C'est surtout c'est ça, hein. les casques en réalité virtuelle. Ah ouais, Ah non, mais ouais. bien sûr, il y avait robots. déjà des démos. Ouais, Les robots, et puis les bonbons sur les stands, quoi, évidemment. C'est un peu Les la base. goodies et les bonbons. Voilà, les goodies. C'est ça, les goodies et les Tout le monde, bonbons. il y a beaucoup de gens qui vont pour les goodies. Vincent, Virginie, je crois que vous êtes moi, les non. exclus du salon. Hein. Vivatech, non. Toi, c'était Solidays plutôt. Hein. J'ai fait des Solidays, c'est vrai. Ça a été surtout ça mon week-end. Très fatigant sur les 3 jours, très bien aussi, mais pas du tout techno. Virginie, non plus. Non, moi, Vivatech, j'en ai entendu Ouais. parler quand même. Mais non, je n'y suis pas allée. Non, moi, je suis allée à un concert aussi. Mais... Mais tu vois, moi je pense que c'est d'ailleurs, on va se poser cette question, est-ce que ça serait pas un effet de mode, je pense, Vivatech? Avec presque 60 000 visiteurs de plus que l'an dernier, Vivatech devient le premier événement mondial dédié à l'innovation et aux startups, devant le CES de Las Vegas. Ascension fulgurante ou simple effet de mode? Gros sujet. Non, bah, c'est clairement une ascension fulgurante. Enfin, là, on est à 150 000 visiteurs, donc plus que le CES, tu l'as dit. Et c'est évidemment l'ascension fulgurante de voilà, un écosystème de start-up qui est organisé autour des grandes marques, dimension internationale. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir comme ça un spot européen par rapport aux 2 autres zones géographiques majeures de la tech, les États-Unis et puis l'Asie de l'autre côté. Donc oui, moi je pense que c'est ascension fulgurante. On voit le salon évoluer, je sais pas Adrien, tu partageras Ouais. vrai, on voit le salon évoluer, on voit qu'il prend, il prend aussi de l'intérêt, et on voit bien sûr les politiques, on voit Elon Musk qui est venu cette année, on en parlait tout à l'heure je crois Elon Musk, mais qui est venu cette année au salon. Je trouve que c'est super intéressant de voir ce salon évoluer, qui au début était un pari, je pense, Ah oui, C'est exactement la première édition, je m'en rappelle, et maintenant on voit vraiment un salon qui est ancré et qui est devenu pour moi une référence. Hein. faut savoir pour les entrepreneurs qui sont partout en France, Vivatech, c'est pourquoi j'y vais. Est-ce que j'y vais pour visibilité? Est-ce que j'y vais pour voir des conférences? Est-ce que j'y vais pour réseauter? Peut-être un peu des 3. Il faut savoir que c'est quand même fatigant. Vous l'avez vu. Ah ouais, C'est- hyper fatigant, ouais. Ouais. C'est vraiment le salon de l'agriculture des C'est ça, startups. quoi. c'est Donc, exactement ça. c'est un truc assez, un rouleau compresseur.
Et ça peut détourner aussi de son business aussi à la base, hein, parce qu'on voit plein de choses, on se dit est-ce que je suis en retard, est-ce qu'il y a une sorte de FOMO, etc. Alors j'ai une question sur le Vivatech, moi qui n'y suis pas allé, qui ne connais pas trop. Je connais d'autres salons genre CES, ce genre de choses du côté jeux vidéo, techno, mais pas celui-là, j'en avais pas entendu parler. Vous parlez start-up en fait, mais le ticket d'entrée pour les entreprises pour avoir une place, pour avoir un box, un stand, ça coûte combien? Parce qu'en fait si jamais le ticket d'entrée il est trop élevé, parce que c'est déjà plus des start-up, ils ont déjà les fonds pour être présents. Ouais, c'est assez cher hein, quand même pour une startup. Alors le salon est très vite plein parce qu'il y a beaucoup de partenaires, de prestataires aussi, de logiciels qui s'adressent aux startups, etc. Donc qui prennent ces espaces-là. Après, il y a des startups qui sont invitées par le salon dans certaines dynamiques. Là, c'était par exemple la Corée, je crois, qui était Oui, c'est ça, ouais. le pays hôte. Corée du Nord Voilà, non. Il n'y a pas Kim Jong-un qui veut dire. Mais il y a de l'idée. Voilà. Peut-être le conseil qu'on peut donner aussi aux entrepreneurs, c'est de trouver une manière un peu innovante de l'exploiter. Parce que franchement, t'es dans la semaine Vivatech ou post-Vivatech, ton feed LinkedIn, Instagram, Twitter. C'est un enfer. Voilà, c'est un enfer. C'est un peu comme les semaines où les classements sortent, les Choiseul, les Forbes. Ouais, tout à fait. Ouais, là, t'as tout le monde est Forbes, sauf toi. Donc, tu comprends pas qui il fallait payer ou pourquoi on m'a pas proposé. Et l'autre truc, c'est le 8 mars. Si on parlait du droit des femmes, le 8 mars, alors toutes les boîtes sont très dans le droit des femmes et la journée internationale des droits de la femme, etc. Le 9 mars, il n'y a plus personne. Mais quand tu sors de Vivatech, t'as ton feed qui est rempli de on a fait ci, on a fait ça, et on sait pas trop. Bah oui. En fait, véritablement, ce que ça veut dire, est-ce que c'est une social proof, comme on dit, pour les startups, est-ce que c'est vraiment une preuve d'amélioration, de choses très positives pour elles, ou est-ce que c'est juste du storytelling, comme on en voit beaucoup dans notre écosystème aussi, donc il faut mesurer ça. Est-ce que tu peux éviter de regarder la caméra aussi, s'il te plaît? Quoi la caméra? Achour, t'es viré. Achour, merci. Solde de tout compte. Achour, prends tes affaires, merci. Solde de tout compte. On fait des plans d'écoute. Ah oui, mais bon... Plus de 500 millions d'euros débloqués en faveur de l'intelligence artificielle, que ce soit pour former des talents de demain, aider les startups à se lancer dans l'IA générative ou mettre au point des bases de données en langue française. La France est-elle donc prête à dominer le monde grâce à ces investissements? Dès que ça n'a pas l'argent, il faut en parler à Adrien. On t'écoute. On t'écoute, Adrien. Moi, je vais juste dire, dominer le monde avec 500 millions, ça va être un peu juste. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, mais on est d'accord. Mais ça va être un peu juste de dominer le monde avec 500 millions d'euros. On voit ce qu'il y a aux US. Hein. Exactement. Pour vous donner une ordre de grandeur, 7 milliards pour un fonds d'investissement. Les États-Unis, c'est environ 130 milliards d'euros par an investis dans la tech et l'innovation. Donc vous voyez qu'il y a quand même un gap. L'État essaye de pousser des investisseurs privés à investir. C'est l'initiative Tibi notamment. Donc il y a eu première phase Tibi, donc Philippe Tibi qui est un économiste qui travaille au ministère de l'économie, qui a fait une proposition de loi pour faire guider les financements des assureurs, des institutionnels, donc les gens qui ont le plus d'argent en France concrètement, notre argent aussi, donc de le placer non pas que dans des écosystèmes boursiers ou des placements à intérêt, etc., mais aussi dans le capital risque, dans le private equity au sens large, mais aussi dans le venture capital, comme on dit, le VC, donc le capital risque, pour venir financer des fonds d'investissement qui vont aussi financer eux-mêmes des startups. Et donc ces initiatives de financement, c'est de dire l'État est là, si des investisseurs privés se mettent en même temps, on peut continuer à faire des grandes choses et pour les prochaines années, c'est positif. Mais on remarque qu'en France, il y a souvent moins de courants monolithiques de l'innovation, où tout le monde se met sur un seul truc, genre l'IA générative. Ça marche très bien aussi de faire ça. Mais en France, il y a plein de petites initiatives comme ça qui sont très inventives du point de vue des technologies et de l'usage. Exemple concret, Aquaverse, une start-up française, qui a utilisé une technologie du Web3, les NFT, pour financer une technique antique qui est la culture d'éponge de mer inspirée de l'Égypte antique qui dépollue les océans, et 3, une grande cause, donc dépollution des océans. Donc ils ont financé par la vente des NFT la culture d'éponge de mer pour dépolluer la Tanzanie, la rade de Brest, enfin, etc. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que c'est une initiative qui utilise la tech pour un but avec une technologie Web3. Finalement, l'intelligence artificielle et tout ce qui, la tech en général, évolue quand même très rapidement. Donc est-ce que finalement la France et l'Europe en général ne seraient pas à la traîne? Parce que finalement, si on ne se compare pas aux autres pays, aux autres continents, c'est peut-être qu'on est quand même un peu en retard. Ouais, c'est une bonne question. C'est-à-dire que vraiment, là aussi, pour une partie des personnes, ils vont dire attendez, la France c'est tout petit, ils nous font marrer avec leurs trucs, etc. Moi, j'aime pas trop ce genre de discours parce que, encore une fois,
dans ce cas-là, on fait rien. On fait rien, exactement. Dans ce cas-là, on fait rien du tout. Au contraire, il faut être vraiment très positif sur le fait qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Il y a beaucoup d'universités, d'écoles qui sont dans les bons classements aussi mondiaux, des centres de recherche. Et ce qui manque, c'est plus d'argent, véritablement. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Qu'est-ce qui t'inquiète ? Moi, ce qui m'inquiète, c'est la force qu'on y met à développer l'intelligence artificielle et toute cette on va dire, deep tech, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs le prochain sujet. Est-ce qu'il faut réguler l'IA ? Elon Musk a dit « Je pense qu'il y a un véritable danger avec l'intelligence artificielle, et si nous ne faisons pas attention, nous pourrions voir des conséquences très négatives. Même si l'essentiel est positif, je suis favorable à une régulation de l'IA, et je le recommande fortement. Êtes-vous en faveur de la régulation de l'intelligence artificielle ?» On fait une émission ensemble sur l'intelligence artificielle. Mais en fait, moi, ça m'inquiète tout ça. Oui, c'est flippant. Enfin, je trouve que c'est flippant parce que ça va vite, parce qu'on n'est pas prêt, parce que tout ça. Et en même temps, c'est le grand défi des prochaines années. C'est ce qu'on a vécu au cours du siècle aussi. Hein. Je pense qu'on avait peur des avions, on avait peur de l'électricité probablement. Donc, ça fait partie des choses pour lesquelles il faut qu'on apprenne à s'en servir et qu'on en fasse un atout. Donc, oui, ça fait peur parce que c'est nouveau. Mais une fois qu'on va apprendre à s'en servir, j'ai pas de doute qu'il y a déjà des écoles ou que, en tout cas, les professionnels qui bossent avec. Moi, je suis la première aussi à m'en servir. Hein. Donc voilà, j'apprends à vivre avec. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. On va faire un petit quiz avec notre ami Florian qui va nous parler de ChatGPT. Est-ce qu'on n'a pas peur ? Parce qu'il y a aussi le côté science-fiction. Moi, je suis la génération Matrix, je suis la génération Terminator. Et dans ces films, c'est quoi ? C'est une IA qui est méchante, qui vient dominer le monde et qui vient écraser l'humanité. T'as raison. On a un peu ce biais-là aussi. Il gagne à la fin. C'est quand même ça le bilan de l'histoire. Mais on a un peu ce biais-là également, ce biais science-fiction, qui nous fait aussi peur. Souvent dans la tech, on a l'impression que c'est des petits garçons qui se font plaisir avec leur imaginaire qu'ils avaient petits. Et ça, on l'a bien remarqué avec le métaverse. Donc là, ça s'appelle En route pour le futur, mais je pense un retour vers le futur. Moi, oui, bien sûr. Le métaverse, c'est quand même un truc qui a été inventé en 1992 dans un roman de science-fiction qui raconte les aventures d'un livreur de pizza à la Matrix, un peu justement. Exactement. Donc c'est vraiment le futur tel qu'on le voyait dans le passé. C'est comme faire, je sais pas, vouloir faire revenir le sabre laser de Star Wars, la DeLorean de Retour vers le futur. Ils ont essayé. Mais je veux dire, ils essayent tous les jours. C'est cet imaginaire de voiture volante, d'IA qui prend le contrôle sur l'humanité, etc. Donc oui, ça nourrit à la fois la conception et le déploiement de l'IA. Et ça nourrit les craintes, cet imaginaire-là. Et je pense que tu as raison, à un moment, c'est juste un outil, c'est comme un silex, il faut quand même l'apprivoiser, le comprendre et l'utiliser, quoi. Dans les années 20, l'électricité a permis tout simplement de créer des ascenseurs et de faire créer des buildings qui montaient jusqu'à 250 étages, tout ça. Alors qu'au début, c'était juste un truc rigolo qui se faisait dans les salons de l'invention. Regardez, on fait de la lumière avec l'électricité, c'est magique et personne n'a vu l'impact. Et là, je pense qu'on est là maintenant sur ce gap-là où on voit le truc rigolo, on voit ce que ça peut être. On n'a pas forcément la projection de qu'est-ce que ça va pouvoir donner sur le long terme en termes d'impact. Mais c'est intéressant parce que j'écoutais justement un podcast qui s'appelle The Diary of a CEO et en fait l'intervieweur avait dit que il avait une conversation avec l'IA et il a dit si l'IA prend le contrôle du monde, comment est-ce que les humains vont faire pour limiter ça ? Vous savez ce qu'il a répondu ? Allez, dis-nous. Il a dit tout simplement avec un autre IA. Parce que l'homme ne serait pas capable en fait de justement réguler ça. Et en fait je trouve ça aussi même assez ironique que Elon Musk qui a aussi tellement contribué justement à ChatGPT, etc. Ils disent finalement faut réguler. Donc en fait ça montre que c'est quelque chose quand même de très nouveau et qu'il faut faire attention. Ouais. Pour répondre à ta question, parce que tu pars d'une citation d'Elon Musk, et Elon Musk il a aussi dit si l'humanité va pas sur Mars dans les 5 ans, je serais très déçu. Donc il faut voir aussi qui est cet homme-là et puis pourquoi il dit ça. Et il est aussi à l'origine de l'IA générative évidemment avec OpenAI. Ouais. Donc c'est la même personne qui est partie, c'est la même personne qui génère le problème mais qui là demande un moratoire. Donc c'est très intéressant aussi de voir que lui fait partie d'un courant philosophico-techno qui s'appelle l'altruisme effectif et qui vise à sauver l'humanité dans le futur, ce qui conduit à éviter de se préoccuper aussi des problèmes du présent. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà. J'adore. Mais non, j'avais un deuxième truc que j'ai oublié. J'adore le voix là. Allez, merci, au revoir. Je vais lâcher le micro. Tu ne connais pas ChatGPT ? Découvre-le avec le quiz de Flo. Grosse ambiance sur le plateau. Énorme ambiance, je regrette de pas être venu. Alors, pour commencer, on va commencer par un petit quiz sur ChatGPT. Je pense que tout le monde n'en a pas encore entendu parler. Moi, je connais pas. Ça vient de sortir. C'est quoi ChatGPT ? Je sais pas. Je connais pas. Je pense qu'on va connais savoir. pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, s'il y a quelqu'un qui tombe sur l'émission à ce moment-là, ça va être... Alors, le concept, il est simple. On est sûr qu'il regarde après. 2 équipes. L'équipe, vous appelez comment ?
Les GPT. Les GPT les GPT. Et là, Le Gepetto. vous avez le droit de vous concerter. Hein. Xteam. Xteam, ok. Ok, Très bien. Alors la Je Xteam vais dire, contre la GPT Team, le concept est simple. Le perdant, l'équipe perdante, devra forcément répondre à la question, mais qu'est-ce que tu fais exactement avec ChatGPT? Quand, où et pourquoi? Au début, attention, ça va jouer sur de la rapidité. Et après, si c'est trop compliqué, je vous donnerai des choix de réponse. Ok. Et sachant que vous avez le droit c'est celui qui répond le plus vite de la team. D'accord, ok. Ok. On a le droit de Il n'y se a pas de buzzer, concerter. on n'a pas le budget. On a le droit de se concerter quand même. Vous avez le droit, Ouais. oui, c'est pas Bientôt. Au début, vous n'aurez pas besoin de vous concerter. Qui a développé ChatGPT? OpenAI. Xteam. Ah, Xteam. Xteam. Bah oui, Xteam. Bah oui. Dans des trucs. Pour faire ça. Alors, petite définition subtile. Qu'est-ce que ChatGPT? Une IA génératrice. Un jeu vidéo? Un modèle de langage ou un réseau social? Modèle de langage. Oh, Je Xteam. pense que l'Xteam... Xteam, elle est présente. Xteam, allez, on est à 2-0. ChatGPT est principalement utilisé pour créer des images, analyser des vidéos, générer du texte. Alors maintenant, ça se complique un petit peu. T'as tendance à accentuer la bonne réponse. Ouais, la bonne réponse. Analyser des vidéos? Générer du texte. Alors, quelle est la technique utilisée par ChatGPT pour générer des réponses? La recherche symbolique, le réseau de neurones ou le système expert? Non, réseau de neurones. Réseau de neurones. Oh, Xteam. Allez, on est à 3-1. Il reste combien de questions? C'est la dernière. À coup de 3 points. Ah, c'est comment on change les règles? Comment on change les règles? C'est pas possible. Elle coûte 18 points. Quelle est l'abréviation complète de ChatGPT? Haut grand pouvoir technologique, Global Positioning Technique, ou Generative... Ah bah non, bah là, attends. Là, Bon, enfin, on a quand même gagné. On a quand même gagné. 3-2. 3-2. Mais non, c'est. Mais non, ils avaient un point. Ah oui, donc c'est but en or. Ouais, but en or, ils ont gagné. Désolé les gars. Alors, la fameuse question, mais qu'est-ce que vous faites avec ChatGPT, Sylvain? Pour trouver des innovations dans le monde. Voilà, sur des champs de recherche. Donc définir les nouveaux domaines de l'innovation. Allez. J'ai rien compris, mais... C'est pas grave. C'est ma méthode, c'est notre méthode. Catherine, qu'est-ce que... Moi, j'ai déjà utilisé ChatGPT pour, par exemple, trouver, je sais pas, je cherchais un cours de cinéma, je dis donne-moi les 5 cours de cinéma plus proches de chez moi dans le 5e arrondissement ou des choses comme ça. Ça, c'est Google. Ouais, mais je trouve qu'il fait une synthèse, en fait. Si je lui dis en 5 points, il me fait en 5 points quelque chose de très facile, alors que Google, faut que tu ailles chercher, etc. Ça va beaucoup plus vite avec ChatGPT. Alors moi, plutôt productivité, générer des emails un peu spécifiques, rédiger des articles, parce qu'on a un média, donc on essaie de rédiger des articles, en tout cas des plans d'articles. Donc voilà, plutôt dans la productivité, donc au quotidien. La question c'est pro ou perso? C'est perso, normalement. Hein. Perso, c'est pour ça, mais tu l'utilises pas en perso, toi? Perso, très peu pour l'instant. Ouais. Très peu pour l'instant. Si, pour mon fils, fais-moi un exposé sur la mythologie comme un enfant de 6e. Voilà, et c'est assez bluffant, je l'ai fait, c'est très bluffant. Ah, tu vois, t'as des utilisations perso quand même. Voilà. Perso, moi j'en ai... Bah t'as gagné. Mais après tu peux... Vas-y. On peut partager. Non, vas-y. Pourquoi on fait parler les perdants en fait? Mais vas-y, au contraire. Les gagnants, mais bon, comme t'as changé les règles. Voilà. On a tous gagné. Voilà, on a tous gagné. Exactement. Moi j'aime bien jouer avec, lui faire tester les limites en fait. C'est-à-dire vraiment sur les prompts, c'est-à-dire de le mettre en contradiction avec ce qu'il a dit, de débattre, de vraiment l'utiliser vraiment comme un outil, comme si c'était une personne avec qui je parlais, avec qui je débattais. Et plus tu fais des prompts, enfin donc du coup des textes de questions bien adaptés, plus tu peux le tirer vers ses retranchements. Et par exemple, il y a des personnes qui ont réussi à lui faire dire que 2 + 2 = 5, une fois qu'ils ont fait pas mal de choses. Pour le challengeant. Ouais, exactement, avec plusieurs prompts bien écrits. Et donc ça montre aussi les limites, hein, quelque part, dont on a parlé tout à l'heure. Et moi j'aime bien jouer avec lui, lui faire des blagues. On jouait à ma méfie, elle dit Squacoubé là. Oh là là. Squacoubé, ouais. Je lui dis, si t'as les crantés, etc. Mais si tu termines tous les mots par quoi que tu termines, bah, je te dirais Squacoubé et t'as perdu. Et du coup à chaque fois il tombe dedans et il fait oh j'ai l'impression que j'ai encore perdu. Et il me demande si on peut passer à autre chose. Donc même ChatGPT trouve que je suis un gamin. Donc tu vois.
Mais sinon, voilà, ce qui est bien comme utilisation aussi, c'est que tu prends des très grands articles, tu as pas le temps de lire, tu mets le truc, ça te met les 10 points intéressants, ça te donne des articles en contradiction, donc ça peut permettre d'aller plus dans la recherche même personnelle, des résumés de livres, de séries que tu n'as pas vues, etc. Alors déjà, moi je dis bonjour à ChatGPT. Merci. C'est bien. Comme ça, si un jour il gagne, si un jour il mettra dans ce et tu le remercies après. Si un jour il prend le contrôle comme ça, au moins il me connaîtra. Il me dira merci aussi. Ça. Donc en fait, à chaque fois, je lui dis, est-ce que tu connais tel logiciel, Foundry, Forge et autres logiciels, loisirs, jeux vidéo, tout ça, jeux de rôle. Et tu dis, j'ai besoin d'une macro qui est capable de faire plus 4 en force, moins 2 en sagesse, qui est capable de changer la modification de déplacement. Ce qui fait qu'après, les petits manquements du logiciel qu'il n'est pas capable de faire, et on lui pose la question en mettant bien... est-ce que tu connais est-ce que tu sais quel jeu se joue, un prompt où il faut bien le cadrer et bien dire quelle version tu joues parce que sinon après il te perd un peu, mais on lui pose la question et ça marche. C'est très précis, effrayant à quel point ça marche bien. Et après on fait copier-coller, tu cliques sur ta macro et t'as ton personnage qui se modifie en temps réel devant toi. Moi aussi je suis très polie, donc je lui dis toujours bonjour et merci. Après merci beaucoup. Est-ce que tu peux compléter tout ça? Je trouve que c'est assez pertinent. Après ça n'empêche pas de remettre des choses un peu à ma sauce, et les émotions notamment qui pour le coup je trouve qu'il n'est pas super fort pour faire partager un peu ce que tu ressens toi. Merci Florian en tout cas pour ce quiz exceptionnel, j'ai envie de dire. Bravo. Florian qui travaille pour Dragon Survey et qui nous a créé ce quiz avec ChatGPT. Ah bravo. Voilà. Exactement. Maintenant vous pouvez écrire un prompt et ChatGPT va vous créer directement votre quiz ou votre questionnaire que vous allez pouvoir diffuser à tous. Top, merci. Merci Florian. Merci. Bonne journée. Faut partir maintenant Florian. Vous sortez monsieur. Jean Dujardin a dit « Plus personne devant ce micro ». Voilà ce qui pourrait arriver aux comédiens de la voix et du doublage, ainsi qu'aux acteurs des autres secteurs, si l'IA n'est pas cadrée par des lois. Les comédiens, bientôt dépassés par l'IA selon vous ? Et j'ai le plaisir d'accueillir Michael, qui est comédien et aussi scénariste. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais rapidement ? Oui, bien sûr. Je travaille en fait en tant que comédien et en tant que scénariste depuis maintenant plusieurs années déjà. Comédien du coup au sens large, que ce soit comédien image, mais aussi comédien voix. Voix off, doublage. Donc tu es effectivement concerné par ce sujet. Menacé par l'intelligence artificielle, les comédiens de doublage s'unissent dans un collectif international. Des voix du cinéma, de la publicité, des jeux vidéo d'une dizaine de pays ont annoncé jeudi 25 mai se regrouper pour protéger et préserver ce patrimoine. Ce qui est vraiment intriguant, c'est que récemment, on entend parler de comédiens qui signent des contrats sans le savoir pour entraîner une intelligence artificielle. Est-ce que toi, tu es impacté par ce sujet ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Je dirais que je vis une dichotomie en fait au quotidien et j'ose utiliser des mots comme dichotomie. Je n'ai pas peur de le dire parce que moi, je travaille en tant que scénariste et j'avoue me servir de ChatGPT, mais par contre en tant que comédien voix, puisque là c'est la question. À titre personnel, moi je ne crois pas que les comédiens et comédiennes de doublage ou de voix off soient menacés par l'intelligence artificielle, bien que sur des choses institutionnelles, force est de constater que c'est quand même de plus en plus réaliste. Mais je pense que la notion des émotions reste inhérent à l'être humain en fait. Donc non, moi à titre personnel, je crois que je joue encore mieux qu'une IA quoi. Catherine, tu veux... Donc tu as dit que tu utilisais ChatGPT pour faire ton métier de scénariste, etc. Donc que ça pouvait t'aider. Qu'est-ce que tu penses de la grève des écrivains, des scénaristes, etc. qu'il y a aux États-Unis parce qu'apparemment ChatGPT ferait 40% du travail et qu'après il viendrait juste réécrire dessus? Fondamentalement, pour moi, c'est toujours les mêmes logiques. C'est-à-dire que pour tout ce qui sont les projets qui me tiennent à cœur, des projets écrits dans lesquels je mêle mon histoire perso, mes histoires intimes, que ensuite je transforme, que je transcende par des personnages. Enfin voilà, tout le travail de la création en fait de fiction.
moi, je me sens pas inquiété là-dessus. Par contre, pour tout ce qui est formaté, série, formatage, là en ce moment, ne serait-ce que pour parler en France, les quotidiennes, les grosses séries type feuilletonnante, là oui, je pense qu'il y a du souci à se faire. Très clairement. Alors, je crois qu'Adrien a quelque chose à dire. Salut Mickaël, j'ai la chance de connaître Mika déjà, et ma question elle est simple, c'est que moi déjà je pensais que Mika était un robot depuis des années. Donc Mika, est-ce que tu peux nous prouver que tu n'es pas fait sur de l'intelligence artificielle, s'il te plaît? Je suis désolé, je ne peux pas répondre à votre question. Mon logiciel interne ne me le permet pas. Merci en tout cas Mika, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous pour accepter le témoignage et n'oublions pas que les émotions vaincront toujours sur la machine. Elon Musk a récemment exprimé des positions contradictoires sur l'intelligence artificielle, alors qu'il a signé une lettre appelant un moratoire sur la recherche dans ce domaine. Il a également créé une start-up dédiée à l'IA et recruté des experts de renom. Dois-je faire comme Elon et créer mon business dans la deep tech? Et ça dépend, t'as 4 milliards sur toi ou pas? Peut-être, ça dépend. Parce que moi, si j'ai 4 milliards, dans ces cas-là, je reste chez moi, hein. Je travaille pas dans la deep tech, mais bon, après, c'est... Bah, je sais pas, moi je dirais juste que la deep tech c'est un moyen, et que après c'est vraiment l'intention qui compte, quoi. Voilà, donc avec la deep tech on peut faire par exemple, là on parlait de la voix, une IA qui en 3 secondes analyse ta voix et lui fait qui peut te faire parler avec des longues conversations, avec le filtre émotionnel que tu veux, comme sur Insta tu filtres tes photos, bah avec Vali tu peux filtrer ta voix avec tes émotions. Donc soit on peut l'utiliser comme ça, la deep tech, ou aussi on peut l'utiliser pour des fins constructives, positives, du genre la blue tech, quoi, c'est-à-dire sauver les océans, explorer les océans. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire une formation de boulanger, ou est-ce qu'il vaut mieux faire une formation d'ingénieur pour faire de la tech? Un petit boulanger, de temps en temps, ça peut quand même servir, parce qu'on peut être dans la tech et avoir envie de manger du bon pain quand même. Moi, je pense que les métiers aussi manuels et tout ça, c'est quand même pas mal. Je veux dire, c'est vraiment chacun a envie de faire ce qu'il a envie, participer à la tech avec une partie sociale, partie écologique, climat et autres, et d'autres ont peut-être envie de faire du pain aussi. On va dire que c'est complémentaire, parce que, encore une fois, effectivement, il faut des métiers d'artisanat, il faut pouvoir faire les plombiers. D'ailleurs, je crois que OpenAI avait publié un article qui disait quels sont les métiers qui vont pas être impactés par l'IA, et c'était la plupart, je crois que le top 10 c'était des métiers manuels. Donc il y avait le couvreur pour faire les toits, il y avait le plombier, etc. Donc effectivement aujourd'hui une IA va pas faire de la plomberie, je pense pas encore. Merci à tous, merci beaucoup en tout cas, et puis c'était vraiment un plaisir de vous avoir tous autour de la table, et puis j'espère vous revoir très vite pour le prochain épisode. Merci.